l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Avec aujourd'hui cet enjeu, cette question. L'Iran triomphe et c'est Trump qui paye. Et il paye très cher, 300 milliards. Donald Trump serait prêt à autoriser la création d'un fonds d'investissement de 300 milliards de dollars pour l'Iran. Alors accord à tout prix, accord à n'importe quel prix, trop cher payé. Et pour s'acheter quoi? Un accord bradé? Sur le nucléaire, par exemple, la plus grande victoire de Téhéran, elle est peut-être là. Et plus fou que ça, le patron de la CIA, vous le verrez, dit à Trump directement qu'il va dans le mur. L'Iran est-il toujours aussi dangereux? Téhéran a certes subi des dommages importants après les frappes, mais le régime reste intact. La menace d'attaque iranienne, d'ailleurs, continue de planer sur le détroit d'Ormuz. Le dossier scruté par le monde entier. Le vrai du faux, avec nous dans un instant sur ce point. Réouverture totale du détroit vendredi d'après le président américain. Il l'assure, des navires dont certains chargés de pétrole commencent à sortir. Qu'en est-il réellement? Déminer? Comment? En combien de temps les États-Unis disent pouvoir déminer seuls? Vraiment? La guerre laisse-t-elle l'Iran meurtri mais plus puissant et disposant de plus de liquidités tandis qu'elle affaiblit les États-Unis? Voilà l'enjeu, le grand dossier. L'Iran triomphe et c'est Trump qui paye, c'est parti. Écoutez, regardez. C'est un accord équitable, un très bon accord. Fondons notre stratégie de négociation et la mise en œuvre des accords conclus sur la méfiance et les expériences passées. Parallèlement, nous nous efforçons de créer autant d'opportunités économiques que possible pour le pays dans cette optique. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nicole Bacheran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, auteur avec Dominique Simonet du livre Requiem pour le monde libre, entre Trumpisme et islamisme, la tenaille totalitaire aux éditions de l'Observatoire. Ravi de vous retrouver. Bonjour à vous, colonel Père de Jong. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant défense et géopolitique pour LCI. Bonjour à vous, Xavier Le Giacomoni. Bonjour. Merci également d'être là. Vous êtes éditorialiste international LCI. Dans quelques instants, c'est Romuald Siora qui est essayiste spécialiste de la société américaine qui sera avec nous. Et également le général Borrell entrera dans la danse d'ici quelques minutes. Mais pour commencer donc, la fin du nucléaire en Iran, où quand même la CIA n'y croit pas. Quand même une partie de l'état-major américain doute. Là, je vous parle effectivement du patron de la CIA, mais il y a aussi le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Et qu'est-ce qu'il aurait dit à Trump directement? Eh bien, l'accord ne tiendra pas. Les Iraniens ne sont pas de bonne foi. John Ratcliffe, puisque c'est son nom, le directeur de la CIA, il a affirmé à Trump que ses services de renseignement disposent d'informations de sérieux doutes quant à la volonté de l'Iran de faire des concessions sur le nucléaire. Info d'Axios. Alors il y a en somme deux camps. Il y a ceux qui y croient, alors avec Rubio par exemple, et puis il y a de l'autre ceux qui s'opposent au mur dans lequel, selon eux, le Donald Trump est en train d'entrer. Alors, Nicole Bacheran, on voyait ces dernières heures que Trump envisagerait d'évincer les opposants à son accord. Ça devient sérieux. Oui, il n'aime pas être contrarié et quand il annonce un magnifique deal, parce qu'il tient à employer ce mot de deal, il n'aime pas qu'on lui dise que ça se trouve, ça n'est pas si formidable que ça. Et il faut se souvenir que ce soit l'entourage immédiat de la Maison-Blanche, le Pentagone, les services secrets sont régulièrement purgés de tout personnage, agent, fonctionnaire qui n'est pas, non seulement pas loyal à Trump, mais pas loyal à sa dernière mouture de la manière dont il vend sa politique étrangère. Et ce que dit John Ratcliffe, donc le patron de la CIA, est basé sur des écoutes, en fait, de l'espionnage cyber, comme on le dit, c'est que les Iraniens ont un double langage et qu'ils parlent publiquement de on va négocier et que entre eux ils disent non mais il n'y a pas moyen. Et il y a une réalité. Ça fait combien de décennies que les Iraniens promettent que non, ils ne veulent pas l'arme nucléaire. Ils ne feront pas de concessions, mais ils savent qu'ils doivent donner à Trump une apparence de victoire. Et là-dessus, ils jouent très fort. Donc même la CIA avertit Hegseth lui-même, ils avertissent le président américain droit dans les yeux, c'est une erreur, l'accord ne va pas tenir. Le déni du président américain ?
Alors, il y a deux niveaux d'information. On voit que c'est c'est une première phase de la part de la CIA avec Ratcliffe. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'information concrète, bien évidemment. Il va pas donner ses sources, comme on dit. Donc, il va commencer à donner une information au président en disant méfions-nous, allez plus doucement, il se passe des choses, etc. Devant la réaction de Trump, et après une deuxième solution qui est des services de renseignement, qui est d'amener les papiers. Moi, j'ai vu il y a pas trop longtemps, j'ai vu justement des écoutes, c'est des papiers, où tout est marqué, monsieur double point, voilà ce qu'il dit. Monsieur H1, double point, voilà ce qu'il dit. Il n'y a qu'à lire, et vous avez les écoutes. L'informatique fait qu'on retranscrit une discussion qui peut durer 2 heures. Le problème, c'est la réaction de Trump. Trump, il veut pas voir. Il veut pas entendre les mauvaises nouvelles. Et je suis d'accord avec vous, bien évidemment. Lui, la mauvaise nouvelle, c'est comme le gars au Thermopyle. Les mauvaises nouvelles, on liquide celui qui amène les mauvaises nouvelles. Voilà. Donc j'imagine que Ratcliffe, il doit y aller avec des petits chaussons. Il va doucement, il doit reculer, avancer, etc. C'est le patron de la CIA, tout de même. Et justement, alors l'ambiance, elle est pas au beau fixe. On imagine à quel point, cet accord est en train de se mettre en place. Je veux dire, si on part sur de telles bases, c'est relativement compliqué. Et j'imagine que ça peut effectivement craquer du jour au lendemain. Il est arrivé, il est là, Romuald Seurat, je vous en prie. Jetez-vous sur ce fauteuil. Essayiste spécialiste de la société américaine, je le disais, vous êtes aussi auteur du livre America, une histoire graphique des États-Unis, chez Point Nemo. Soyez le bienvenu, bien sûr, mais j'ai plus de temps à perdre. Qu'en pensez-vous ? La CIA, ex-10 à Trump, ça va dans le mur. L'accord ne tiendra pas. Les Iraniens ne sont pas fiables. Il y va. Pourquoi ? Écoutez, il y va pour plusieurs raisons. Trump, depuis des semaines, mendie aux Iraniens un bout de papier. Ce qu'il veut, c'est un bout de papier, même un mauvais accord, juste pour essayer de s'en tirer la tête haute vis-à-vis de ses électeurs MAGA. Pouvoir clamer victoire, mais dans le même temps, il nous rappelle qu'on a même gagné la guerre du Vietnam. Vous savez, avec lui, on sait jamais à quoi s'attendre. Et puis, mettre la poussière sous le tapis et passer à autre chose. Que les tractations ne portent pas leurs fruits ensuite, que les Iraniens reprennent leur programme nucléaire, tout le monde sait qu'ils le feront plus ou moins. Trump s'en fiche éperdument. Ce qu'il veut, c'est passer à autre chose, Cuba ou un autre sujet. Voyons les choses telles qu'elles sont. La CIA a tout à fait raison. Je suis américain, comme vous le savez. Je suis donc le seul ici à avoir contribué financièrement à cette guerre directement en tant que contribuable. Tout ça pour rien et tout ça pour une capitulation. Parce que il n'y a pas d'autre mot. C'est une capitulation. Si vous me permettez en quelques mots, quels étaient les objectifs ? Mettre à bas le régime des Mollahs, ils sont toujours là, même réaffirmés sur la chaîne régionale. Les missiles balistiques, on n'en parle même pas dans cet accord. Le nucléaire, on en a parlé, ça va être dans une SE1. Et il est même question que les Iraniens, maintenant, aient la possibilité, après avoir mis la main sur le détroit d'Ormuz, de taxer plus ou moins les navires qui passeront par là. Sans parler de 12 milliards qui pourraient être dégelés vendredi lors de la signature. Alors, je suis peut-être inculte, mais d'après ce que je crois, l'histoire nous a quand même enseigné qu'en principe, c'est quand même pas les vaincus qui touchent de l'argent après une guerre. Donc voilà où on en est selon moi. Il va être question de gros sous encore un peu dans quelques instants parce que la facture est en train de montrer. On parle de 12 milliards et de 12 milliards et de 300 milliards au total. Mais on va rentrer dans le détail ensemble dans quelques instants. Mais sur le fond, en effet, il n'y aura jamais d'accord. Isabelle Lasserre, formidable Isabelle Lasserre, dans le Figaro, nous raconte quoi ? Elle nous dit une chose intéressante. Elle dit, ça va se négocier à partir de maintenant, mais sans la pression militaire et sans pression militaire, il n'y aura pas d'accord du côté des Iraniens. Blanc-seing au nucléaire iranien, en réalité ? Blanc-seing au nucléaire iranien, non, parce qu'il va se passer beaucoup de choses avant que les Iraniens puissent accéder à la bombe et même qu'ils le décident. Mais en revanche, je suis totalement d'accord avec Romuald. Il n'est pas non plus totalement aveugle ni bonnet, Donald Trump. Il sait très bien, il connaissait le rapport de la CIA. Faut pas croire qu'il passe à côté de ces choses-là. Faut pas non plus exagérer dans le sens de la stupidité du président des États-Unis d'Amérique. Mais il ne veut pas voir, il ne peut pas voir en fait. Il ne pouvait pas la mener, cette guerre. Il n'aurait jamais dû la déclencher. Il a fini par s'en rendre compte beaucoup trop tard. Et là, il fallait qu'il sorte de n'importe quelle façon. Je veux dire que, à la limite, les Iraniens lui auraient demandé de venir danser avec un tutu rose sur les bords du détroit d'Ormuz, qu'il aurait presque été obligé de le faire. On va pas exagérer non plus, mais c'est un peu ça. Il ne peut pas maintenir le dispositif militaire, dont en plus on a bien vu qu'il n'était pas d'une efficacité redoutable. Il faut trouver une solution. La solution, c'est ça. On va signer un pseudo-accord qui n'en est même pas un, puisque tout reste à faire. Et puis maintenant, il va falloir gérer. Dans 2 ans et demi, il sera plus là. Ce seront ses successeurs et le successeur de Benyamin Netanyahou qui devront stopper les Iraniens, sans doute d'une autre façon. Petit rappel tout de même, on a vu les Iraniens ce week-end encore piéger, poser des pièges autour de l'uranium pour s'assurer qu'il reste bien là où il est. C'est quand même une indication sur l'état d'esprit du côté des Iraniens, puisque vous le verrez, ils avaient pourtant commencé certainement à discuter. Mais Donald Trump, lui,
Il assure que l'enfer se déchaînera sur l'Iran si il tente de se doter du nucléaire. Écoutez, regardez. Ils ne développeront pas, n'achèteront pas et ne se procureront pas d'armes nucléaires. S'ils le font, l'enfer s'abattra sur eux. Ils ne prendront pas ce risque. Puisque vous partez quasiment tous du principe qu'il y aura bien un nucléaire iranien quelque part et un jour, du coup, vous imaginez Donald Trump, Nicole Bacharan, déchaîner à nouveau l'enfer sur le pays ? Je pense que la menace de l'enfer, il ne faut la faire qu'une fois. Une fois car il l'a déjà fait avec d'autres vocables là dans les dernières semaines, ça ne porte plus, ça n'a plus d'effet. Les Iraniens n'ont pas négocié le nucléaire parce que c'est quand même de ça dont ils parlent depuis 5 semaines. C'est pas après que ça va commencer. Ils n'ont pas négocié sous la pression militaire très forte. Ils vont pas négocier en plein cessez-le-feu sans aucune perspective que l'enfer se déchaîne sur eux. Alors les Israéliens font un peu le bilan parce que je sais qu'on en reparlera. Ils disent néanmoins on a gagné du temps. Les installations nucléaires iraniennes ont été pilonnées, les installations balistiques aussi, beaucoup de scientifiques ont été tués. Donc très certainement, malgré tout, ça recule la perspective du nucléaire iranien. Mais ils disent également, est-ce que tout le monde sait, pour qu'il n'y ait pas un jour d'armes nucléaires en Iran, il faut le démantèlement de tout ce qui existe et il faut sortir le stock d'uranium enrichi, non seulement celui enrichi à 60%, les 440 kilos, mais même des stocks enrichis un peu moindres et qui peuvent passer la bascule vers l'arme nucléaire. Et ça, vous le dites, en posant des mines à des points stratégiques, ça veut dire n'imaginez même pas vous en approcher. Donc, je doute même, je suis même pas certaine de la signature vendredi. Ah, justement. Et c'est intéressant ça, parce que vous êtes nombreux à douter, on en reparlera dans quelques instants. Juste, je reste un peu sur le nucléaire précisément. Romuald Surin, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une cartouche, une carte que Trump a utilisée, c'était la dernière, celle de la pression militaire. Et il peut dire et répéter que cette fois, si à nouveau l'enfer se déchaînera, c'est terminé ? Bien évidemment, c'est un petit peu ridicule de l'entendre proférer cela. Mais néanmoins, je suis entièrement d'accord avec vous, mais néanmoins, n'oublions quand même pas que c'est l'homme qui, en juin 2025, a bombardé l'Iran et qui a déclenché cette guerre. Donc, on n'est pas non plus à l'abri d'un retour de colère chez Trump, mais je n'y crois pas, tout simplement parce qu'il veut se débarrasser de ce dossier, comme cela a été dit. Il veut son bout de papier. Je pense qu'il y aura une signature vendredi. Je peux me tromper, mais je crois qu'il aura sa signature. Et ensuite, on met la poussière sous le papier et les négociations vont durer des semaines, des mois, des années, et Trump va s'en désintéresser. Donc, je ne pense pas que Trump reviendra à la guerre, mais avec lui, n'oublions pas qu'il est quand même l'homme qui l'a déclenché. On a forcément envie de vous entendre, colonel. Le problème, c'est que toute promesse n'engage que celui qui y croit. Je veux dire qu'on est dans un verbiage qui n'a aucun sens. Hein. La diplomatie, le monde de la défense, les rapports de force, il y a des valeurs sûres. Là, on est dans un verbiage qui, en fait, est destiné à se rassurer lui-même. Maintenant, ce qui est assez intéressant, je pense que les Iraniens sont prêts à accepter quelque chose au niveau du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux niveaux d'appréciation, c'est le court terme et le moyen terme. Dans le court terme, pendant les 2 ans, ils peuvent très bien faire un effort sur le fait qu'on n'en parle plus, c'est enterré quelque part, les centrifugeuses, on n'en parlera pas, on va attendre tranquillement. Donc en fait, ça peut fonctionner pendant 2-3 ans. Et Trump pourra dire, sur les plateaux de télévision, que ça se passe bien et que les Iraniens se rentrent sous les fourches codines, des décisions américaines. Après, c'est la partie moyen terme, et là, j'imagine que les Iraniens ont démontré depuis de belles lurettes qui sont capables d'avoir une stratégie de long terme, et surtout ils sont extrêmement récurrents. Donc ils vont recommencer évidemment. Tous les négociateurs des accords de Vienne de 2015 ont tous dit que il y avait une espèce de duplicité iranienne qui faisait qu'en fait ils allaient là où ils devaient aller tranquillement et sereinement. Et quand bien même il y a accord, comment on vérifie que cet accord est appliqué une fois sur le terrain ? C'est tout le problème. En 2015, il y avait l'AIEA, ça a perduré un certain temps, même après la sortie de l'accord de Vienne de Donald Trump. Mais là, personne ne pourra vérifier, sauf à remettre l'AIEA. Mais il faut bien voir que le JCPOA, c'était plus de 12 ans de négociations. Là, on partirait sur 60 jours, ce qui ne rime strictement à rien. D'autant plus que côté multilatéral post-45, qui contourne les organisations internationales et qui fait fi de la justice internationale, aurait aujourd'hui dans ce dossier beaucoup plus besoin qu'il n'en a jamais eu de... Le régime des gardiens de la Révolution devrait recevoir une enveloppe totale pouvant atteindre 300 milliards de dollars pour la reconstruction
du pays. Voilà qui s'ajoute à un coût astronomique de la guerre. Déjà, la facture est énorme pour les États-Unis, mais c'est Xavier de Giacomoni qui va vous en dire beaucoup plus. Alors Xavier, le chiffre qui fait l'effet d'une petite... Du tout un chèque que ferait la Maison-Blanche à Téhéran, ce sont des investissements. Les Américains disent des milieux, par exemple, Amélie, que le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont déjà certainement versé quelques milliards de dollars à l'Iran, tout simplement pour ne pas se faire tirer dessus. Le Qatar pour ses champs gaziers, les Émirats Arabes Unis parce qu'ils étaient devenus vraiment la bête noire de Téhéran. Alors le but, c'est d'attirer les investissements. Ça peut être des fonds souverains, par exemple des pays du Golfe, dans les ressources énergétiques de l'Iran. On sait que l'Iran a beaucoup de pétrole, mais on sait aussi que ce pétrole est largement sous-exploité. Alors évidemment, il y a eu ce blocus américain qui a tout bloqué pendant des jours et des jours, mais même au niveau de l'extraction, de la recherche du pétrole, il y a beaucoup à faire, et aussi au niveau des raffineries. Par exemple, l'Iran est incapable de raffiner sa demande domestique, c'est très souvent le cas. Donc, des 24 milliards bloqués qui seraient dégelés, on passe à 300 milliards. Alors, les conditions pour cela, prolongation de 60 jours du cessez-le-feu, il ne faut pas que la guerre reprenne, il ne faudrait pas que l'Iran, par exemple, ou le Hezbollah, ça c'est très intéressant, frappe Israël, il ne faudrait pas qu'il y ait une reprise des combats, en quelque sorte. Réouverture totale du détroit d'Ormuz, mais là, les Iraniens ont déjà prévenu, ce sera avec un péage qui peut leur rapporter, tenez-vous bien, jusqu'à 18 milliards de dollars par an à se partager avec le pays qui est au sud du détroit et qui s'appelle évidemment Oman. Et que les négociations sur le nucléaire se déroulent bien. Alors pour les Américains, c'est un peu la carotte et le bâton, on négocie sur le nucléaire et au fur et à mesure, on vous amène de l'argent sonnant et trébuchant. Et dans le même temps, on en découvre toujours plus sur le coût astronomique, disais-je, de cette guerre pour les États-Unis. Oui. Alors le chiffre jusqu'à maintenant, c'était 29 milliards de dollars. C'était le chiffre donné par le Pentagone fin avril pour les opérations, les munitions, la maintenance. Déjà à l'époque, des militaires américains de très haut rang avançaient plutôt la somme de 50 milliards de dollars. Mais là, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Une experte en budgétisation des conflits avance-t-elle le chiffre de 2 milliards par jour, Amélie. Donc ça nous fait environ 200 milliards. Mais en poussant l'estimation à fond, on arrive au chiffre faramineux de 1000 milliards de dollars, le coût de cette guerre pour les États-Unis. Alors, comment on arrive à ça quand on part de 200 ? Eh bien, tout simplement, les destructions sur les bases américaines, les stocks à remplacer. L'Iran aurait frappé plus de 200 équipements US. Par exemple, un AWACS estimé à 700 millions de dollars. Et puis, il faudra bien sûr remplacer les stocks de missiles qui a été largement entamé. Un Tomahawk, ça coûte au moins 3,6 millions de dollars. Mais plus que de l'argent, en fait. Pour les États-Unis, il va falloir énormément de temps avant de pouvoir renouveler totalement ces stocks. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Alors je me tourne vers vous Nicole. Nicole Bacharan, 300 milliards, on attend la confirmation. Trump dément, mais les chiffres quand même commencent à monter. Voilà, le chiffrage de toute façon commence à monter. Trump est en train d'acheter sa paix. Oui, ça s'appelle comme ça. Et l'Iran est en train de mener une opération de raquettes à l'intérieur du détroit d'Ormuz. Ils disent non, il n'y aura pas de péage, mais il y aura des frais. Bon, mais à l'arrivée... Des frais techniques pour protéger l'environnement. Exactement, c'est quand même sympathique. Joliment dit. Sympathique de leur part. Et on peut s'attendre à ce que les navires circulent en fait par obligation plus près des côtes iraniennes où l'eau est moins profonde, plutôt que des côtes omanaises où l'eau est plus profonde et où c'est un peu plus facile. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que quel que soit le nom donné à cet argent qui va circuler, on est un peu comme en 1918 si la France avait dû payer des réparations à l'Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose d'inversé qui est quand même extrêmement choquant, même si ça s'appelle fonds d'investissement. Et également, ça veut dire renforcer le régime iranien. Or, il y a un problème dans cette région, c'est le régime iranien. Si on ne peut pas discuter sérieusement de nucléaire, si Israël ne peut pas déposer les armes, si les pays du Golfe ne dorment plus la nuit, c'est à cause du régime iranien. Donc, lui donner de l'argent, ça veut dire renforcer les gardiens de la révolution, renforcer l'appareil répressif, être à peu près certain que rien ne bénéficiera à la population, mais que par contre, le régime, la menace du régime pour sa population et pour la région ne sera augmentée d'autant. Romuald Siora, on peut imaginer, si je pousse le cynisme jusqu'au bout,
que Donald Trump imagine prendre sa part du gâteau, in fine, puisque on sait que les choses sont... Comment ? Je dis si c'est du pétrole ou... Pardon, Romuald. Mais comme on sait qu'il ramène beaucoup de choses au business... Tout d'abord, quand même, vous rappelez Trump qui avait appelé le peuple iranien à descendre dans la rue en disant « l'aide arrive » et comme Nicole l'a rappelé, cet argent va servir à renforcer ce régime d'oppression. C'est quand même, pardonnez-moi, mais c'est hallucinant. Oui, bien évidemment que Trump va essayer de se servir, si possible, parce que dans la reconstruction, il ne va pas y avoir que cela. Il pourrait y avoir du pétrole, effectivement, mais au-delà de tout cela, il va y avoir d'autres projets, des projets immobiliers. On peut être sûr que le petit Jared va pointer son nez pour essayer de se signer... Kushner, le gendre, voilà, pour essayer de signer quelques juteux contrats. Donc oui, bien évidemment, il est fort à parier que Trump essaye de mettre la main au panier. Je voudrais qu'on écoute Donald Trump, puisqu'il a démenti. Il a démenti mollement, on va dire. Nous n'investissons aucun argent en Iran, au fait. Une rumeur a circulé hier, c'était ridicule. Nous avons le droit d'entrer un jour et de le faire si je veux faire quelque chose ou si quelqu'un veut faire quelque chose. Mais nous n'investissons aucun argent. Nous n'avons aucune obligation d'investir de l'argent en Iran. Alors, colonel, je vous vois sourire. Accord bradé, quoi qu'il en soit. Un Trump qui paye sa paix trop cher. Dites-moi ce que vous en pensez. Il a déjà fait le coup, rappelez-vous, avec l'Ukraine, puisqu'en fait, il fait financer l'armement ukrainien. Enfin, il fait financer par les Européens de l'achat de l'armement américain pour que cet armement soit donné aux Ukrainiens. Donc, en fait, il s'est habitué des opérations un peu triangulaires. En fait, c'est un peu le jackpot. C'est un joueur de billard. Donc là, il est très fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit bien que les pays du Moyen-Orient sont extrêmement inquiets et donc ils rentrent dans la danse. Et les Américains sont les spécialistes du plan Marshall. Ils l'avaient fait au Japon, ils l'ont fait en Allemagne, et ils font ça très très bien. C'est un système financier, on fait venir des investisseurs, on fait une espèce de masse financière et à partir de là, on voit comment on la répartit. Alors maintenant, il va y avoir un problème, c'est que les Iraniens vont dire, nous on en veut une partie. Théoriquement, l'investisseur, dans le monde normal, dans le monde de la finance normale, le fonds d'investissement, il choisit, ou en tout cas, il se passe des choses pour que cet argent soit dépensé là où ça doit être dépensé. On construit des routes, on construit des hôpitaux, on fait des choses comme ça. Maintenant, je suis pas sûr que les Iraniens acceptent, de perdre le lead sur la consommation de cette masse financière qui est absolument colossale. 300 milliards, on est dans un niveau qui est complètement incroyable. J'imagine que c'est pour les Iraniens, s'ils étaient chrétiens, ils iraient mettre des cierges à l'église toutes les 30 secondes parce que c'est incroyable. Cette somme est incroyable. Et malheureusement, je pense que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tellement dingue. Je me dis, mais oui, c'est vrai. C'est pas le hasard. Alors, peut-être 200 plus 100 ou 50 plus 100 plus 100, oui. Mais il y aura 300 milliards. Cette somme ne vient pas de nulle part. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on est rentré dans une opération, une opération de finance et de commercialisation de la guerre qui est plutôt bien vue. Et ça correspond exactement à la technique de Trump. Mais ce qu'on apprend ces dernières heures, vous l'avez effleuré tout à l'heure, Xavier de Giacomoni, c'est qu'il y a déjà eu des négociations en réalité en amont avec le Qatar pour des prêts, pour faire passer quelques navires iraniens. Et le Qatar aurait mené des négociations secrètes pour épargner son infrastructure gazière. En fait, il se passait pas mal de choses dans l'ombre. On s'en doutait, mais on dealait déjà vraiment argent comptant. C'est assez simple. Il suffit qu'une fois de plus de regarder le terrain. Dans les ripostes iraniennes ces dernières semaines, est-ce que les champs gaziers du Qatar ou les usines de GNL du Qatar ont été touchés ? Voilà. Est-ce que les Émirats Arabes Unis ont été touchés ? La réponse est non. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des négociations. Vous savez qu'aux Émirats Arabes Unis, on considère qu'il y a largement le coffre-fort des gardiens de la Révolution. Donc, il y avait quand même un problème à mettre ce pays en première ligne. Mais il y a eu un accord. Il y a des accords. Et avec le Qatar, c'est encore plus net. On a plus de traces, en fait, des versements qui auraient pu être effectués. Tout ça est opaque. Ça va être totalement démenti par les chancelleries des pays concernés. Mais oui, ça existe déjà. Et ça ne pourra que s'amplifier. Ce qui est très important, on verra ce que fait l'Arabie Saoudite, comment elle gère ce problème-là. L'Arabie Saoudite, déjà, a une solution, c'est qu'elle peut exporter en dehors du détroit d'Ormuz, mais que c'est un immense royaume, alors que Qatar et Émirats Arabes Unis sont plus petits. On verra comment tout le monde réagit. Mais vous avez beaucoup négocié pour obtenir ces quelques sommes supplémentaires. Le point, rappelons-nous, c'est qu'en fait, il y a une réaction en chaîne, 300 milliards, plus les avoirs iraniens, on sait que globalement, c'est en gros 200 milliards répartis sur la planète, et puis la des sanctions. Donc, il y a une espèce de chemin naturel
naturelle qui mène vers encore une fois le retour de Et l'Iran. l'export du pétrole. Alors, Exactement. on continue d'en parler avec vous, Général Jean-Jacques Borrell. Soyez le bienvenu également sur ce plateau. Vous êtes ancien général de l'armée de l'air. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans un instant, la vérité sur le détroit d'Ormuz. À coup de déclarations fracassantes dont il a le secret, le président américain, il assure que le détroit sera rouvert dès vendredi. Alors, vrai ou faux? La chasse aux mines serait lancée. Vrai ou faux? Les États-Unis n'auraient pas besoin d'aide. Vrai ou faux? Bref, on va aussi se demander si l'Iran est toujours aussi dangereux. L'accord peut-il exploser en vol à tout moment? Parce que côté israélien, on en parlait dès hier, on laisse fuiter quand même que tout est prêt pour frapper. Mais il nous faut aussi dans cette émission regarder ces images de près. Là, on part sur un autre front. C'est Kiev qui a frappé lourdement Moscou avec une raffinerie que vous voyez en feu ici. Poutine est-il fragilisé? Volodymyr Zelensky, il est en ce moment au G7, aux côtés de Trump d'ailleurs. Peut-il en profiter? Et une histoire complètement folle à vous raconter. La Russie était derrière les attaques d'incendie ciblant le Premier ministre britannique Keir Starmer. C'est une information de la BBC. On vous dit tout et on en parle. Allez, à tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu. L'Iran triomphe et c'est Trump qui paye. On en parle avec mes invités, mais là c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Les prix à la pompe vont-ils enfin revenir à la normale après l'accord de paix conclu entre les États-Unis et l'Iran? Le gouvernement promet en tout cas de suivre la répercussion à la baisse des prix du pétrole. En attendant, après un petit retard à l'allumage pour l'aide grand rouleur, on apprend que 300 000 Français ont fait une demande pour toucher l'enveloppe et que les premiers virements de 100 € apparaîtront sur les comptes des Français à partir de demain. Chine, au BHV, c'est fini. Le grand magasin parisien qui vient d'être cédé à un nouvel exploitant met fin au partenariat avec le géant de l'habillement chinois et évoque une erreur stratégique. L'anniversaire de Donald Trump à la Maison-Blanche aurait-il pu tourner au drame? Une menace potentielle a été déjouée par le FBI lors de la soirée MMA, la soirée d'anniversaire du président américain. 5 individus prévoyaient de mener une attaque durant l'événement. Ils ont été arrêtés dans différents États américains. Le chef de l'agence de sécurité a salué une intervention rapide. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous en revenons donc à ce grand dossier. L'Iran triomphe et c'est Trump qui paye. Et pour tout comprendre, décrypter, je suis toujours ravie d'être sur ce plateau avec Nicole Bacheran. Merci toujours d'être avec nous. Romuald Sura, toujours également. Merci toujours à Xavier de Giacomoni, au colonel Père de Jong. Et donc, bienvenue à vous, général Jean-Jacques Borrell, ancien général de l'armée de l'air. La chasse aux mines est lancée. Je vous parle d'Ormuz, là bien sûr, le sujet scruté par le monde entier. Alors, on va essayer de vous dire la vérité sur ce détroit. Il se dit beaucoup de choses. Nous avons préparé un vrai du faux sur le sujet. Trump dit « détroit ouvert dès vendredi ». Est-ce si simple? Et les mines à enlever, ça aurait commencé. Vraiment? Et qui va déminer? Les Américains le disent, on peut s'en sortir tout seul. Vraiment? Bon, peut-être qu'ils auront peut-être un peu besoin de nous, mais on va en parler ensemble. Colonel, vous allez tout dire, tout expliquer à nos téléspectateurs. Colonel, il annonce donc Donald Trump que des navires commencent déjà à passer et que le détroit sera ouvert vendredi. Qu'en est-il? Alors il s'emballe. Vraiment, il s'emballe, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme incertitude. On sort d'un conflit qui est extrêmement dur. Il s'emballe. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement des mines. Donc bien évidemment, c'est quoi le constat? Il s'emballe, mais ça fonctionne quand même. On sait que 3 bateaux iraniens sont sortis hier ou aujourd'hui. On sait que 5-6 bateaux sont en train de transiter. Donc il y a une quantité relativement limitée de bateaux qui sont en train de franchir le détroit d'Ormuz en longeant les côtes iraniennes. Alors, est-ce qu'ils payent ou ils payent pas la dîme? Je pense qu'ils la payent pas, mais j'en suis pas sûr. Ceci étant dit, on voit que ça fonctionne. Donc l'Iran a veillé à ce que le système soit fonctionnel. Le deuxième point maintenant, c'est les mines. Il va falloir trouver une solution. Donc les mines, il va falloir les enlever. On sait qu'on a identifié en gros une dizaine de mines dans Ormuz. Ormuz, c'est quand même en gros entre 150 et 200 km de long. C'est pas une petite distance. Donc là, ça c'est la mine qui a été trouvée au mois de mai, par exemple. Donc on sait qu'il y a au moins une mine et on l'a vu. Donc très concrètement, il y a des photos qui ont été faites. Donc il va falloir déminer tout ça. Et donc c'est un vrai sujet. Encore une fois, 200 km à déminer avec un rail montant et un rail descendant qu'il faut remettre en route, parce que vous avez une quantité de bateaux extrêmement importante dans le Golfe Persique, en gros 300 bateaux, donc on peut pas se croiser un peu où on veut, donc il faut un rail montant, un rail descendant, et effectivement il va falloir traiter la zone dangereuse qui est en fait au nord d'Oman et bien sûr au sud de cette côte. Donc c'est vrai que c'est un vrai travail à faire, et encore une fois les assureurs ne donneront pas le feu vert aux bateaux pour franchir Ormuz tant qu'il n'y aura pas une certitude d'avoir encore une fois une zone, je dirais, tranquille et déminée. Le déminage a-t-il commencé, comme le disait Donald Trump hier?
Alors, encore une fois, c'est impossible. Je veux dire que hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. En 24 heures, vous savez, les questions militaires et diplomatiques, ça prend toujours un certain temps. Ceci étant dit, le problème, pourquoi ça peut pas fonctionner tout de suite? Parce qu'il y a le problème des mines. Les mines existent. Donc, il va falloir les trouver, il va falloir les chercher. Ça prend un temps fou. Et on pense que globalement, Reuters pense que, voilà, on va prendre entre 40 et 50 jours. On va dire entre 1 mois et 2 mois avant d'avoir déminé réellement, en fait, ces 2 passages. Alors, les États-Unis, c'est l'autre question. Peuvent-ils y arriver tout seuls? Selon Donald Trump, ils n'ont pas besoin d'aide. On va l'écouter, le président américain. Regardez. Je ne pense pas que nous allons avoir besoin de beaucoup d'aide, parce que nous avons un accord selon lequel le détroit sera ouvert, et sans péage. Nous avons eu un petit désaccord à ce sujet, mais ce sera sans péage. Donc je ne pense pas que nous aurons besoin de beaucoup d'aide. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée d'avoir un bateau ou 2 de quelques pays. La France serait très bien pour cela. Ouais, alors donc quasiment seul, 1 ou 2 bateaux, ça suffirait? Le message est clair. D'abord, les Américains sont incapables de le faire. Parce qu'en fait, tous leurs bateaux démineurs, comme on dit, leurs chasseurs de mines, en fait, sont les bateaux métalliques. Ils avaient des Avengers avant qui étaient des bateaux en composite. Vous savez que les chasseurs de mines ont des coques en plastique ou en bois pour éviter les mines magnétiques. Donc en fait, ils ont éliminé tout ça et aujourd'hui, ils ont simplement des bateaux métalliques, des frégates ou des ce que vous voulez comme bateaux sur lesquels ils ont mis des petites, des petits sous-marins pour aller voir. Donc c'est totalement improductif. Et en général, il y a de faibles résultats. En fait, il y a 3 pays qui sont très bons dans ce domaine-là. C'est les Français, c'est les Néerlandais et les Italiens. Avec les Belges, parce qu'on a fait un bateau avec eux. Donc le tripartite, c'est le bateau français on peut le faire en gros une dizaine. Et le tripartite a une caractéristique, on le voit derrière nous. Il a une caractéristique, c'est qu'en fait, il a un radar, il a 2 sonars. Avec les sonars, il va identifier les mines. Une fois qu'il a vu des mines, ou en tout cas quelque chose de bizarre, il va envoyer ses 2 sous-marins ou 1-2 petits sous-marins de poche qui vont aller voir. S'il y a des mines, il faut savoir qu'il a une charge en gros de 100 kilos. Il peut poser cette charge sur la mine. C'est plus compliqué. Vous avez des démineurs, des marins qui, avec des vedettes, vont aller au-dessus et vont plonger et puis vont faire sauter la mine. Tout ça, c'est quoi? C'est beaucoup de temps. Et ça, les Français le font très bien. Et j'imagine que la dernière phrase du président Trump, elle est liée au fait que le président Macron a sauté sur l'occasion. C'est le moment ou jamais de rentrer dans la danse, comme on dit. On a été plutôt écarté de ce conflit depuis février. Là, c'est un peu le retour des Français dans les opérations qui sont complexes. Les Américains sont pas capables de le faire et nous, on sait le faire. Donc, je pense encore une fois, il y a peut-être une solution de moyen ou de court terme pour que les Français reviennent dans la danse, entre guillemets, et soient des acteurs de ce conflit, de cette fin de conflit en tout cas. Colonel Père de Jong, colonel des troupes marines, ancien colonel des troupes marines, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, général. La libération annoncée d'Ormuz pour vendredi prochain. Est-ce que vous y croyez, alors que des agences de sécurité, encore une fois maritimes, disent qu'il faut 40, 50, peut-être même 60 jours pour déminer? Non, je pense que le colonel de Jong a dit exactement ce qu'il fallait dire. L'analyse, elle est là. Ce sera comme le fût du canon. Il faudra un certain temps. C'est tout simple. La problématique, c'est que les Iraniens disent on a mouillé des mines, mais on ne sait pas où elles sont. Parce qu'on n'a pas cartographié l'endroit où on a mis des mines. Alors, bon, ça, c'est eux qui le disent. Je pense qu'ils savent. S'ils ont mis des mines, je pense qu'ils savent où ils les ont mises. Le problème, c'est que nous, on ne le sait pas. Donc, effectivement, comme l'a expliqué le colonel de Jong, il faut aller sur place. Il faut faire de la détection, il faut faire de l'élimination mine par mine. On parle d'une dizaine de mines, ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut savoir que le détroit d'Ormuz, en fait, le rail est très long, mais il est très étroit. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'eau internationale dans le détroit d'Ormuz, puisque les 12 nautiques d'eau territoriale de chacun des 2 pays se rejoignent. C'est le même cas en Manche, d'ailleurs, pour information. Tout le monde l'oublie, mais c'est un détail important. Donc, il n'y a pas d'eau internationale. Ce sont des eaux territoriales, soit d'Oman, soit de l'Iran. Donc, il faudra pénétrer dans des eaux territoriales, ce qui signifie qu'il faut un accord des pays en question. Pour l'instant, il n'est pas question d'être belligérant dans cette affaire. Certes. À quel point, selon vous, la situation est extrêmement précaire dans le détroit? En somme, je vais faire très simple, est-ce que ça peut repartir et exploser à tout moment? À quel point la menace d'attaque iranienne, pour vous, est persistante, accord ou pas accord prévu vendredi en Suisse? Ah non, mais c'est très clair. La menace, elle est persistante. Je vais même aller plus loin. Ça peut exploser, c'est exactement le bon terme. Imaginez qu'un cargo heurte une mine. On est reparti. Même par accident? Bah oui, ça ne sera pas volontairement. Donc non, mais ce que je veux dire, alors je vais reformuler. Ça, hors attaque iranienne visant un navire, il peut très bien y avoir une situation. Hors attaque iranienne, on ouvre le détroit, allez-y passer, et auquel cas et un cargo tape une mine. Quelle va être la réaction des États-Unis?
Et quelle va être la réaction des Iraniens? C'est un accident. Et j'ai une question Pour Trump, bonus. oui, possiblement. Pour Trump, ce sera un accident. J'ai Il y a une un question, paradoxe. pardonnez-moi, j'ai une question bonus pour vous, Général. Là, on parle des mines, donc on est sous l'eau, etc. Mais il va falloir sécuriser peut-être le reste de la zone, je n'en sais rien. Est-ce qu'il faut quand même s'assurer une forme de neutralité militaire sur les côtes, etc. Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour Bien frapper sûr. à tout moment. Non, mais bien évidemment, Trump n'a pas parlé du retrait des troupes. Aujourd'hui, l'armada américaine, elle s'est peut-être un petit peu reculée, mais elle est toujours présente. Dans tous les cas, il y aura, s'il doit y avoir une opération française, ou plutôt européenne d'ailleurs, puisque c'est plutôt une opération européenne de déminage, elle se fera évidemment avec l'accord des Américains et évidemment en bénéficiant de la surveillance des forces américaines. Sinon, ça n'a pas de sens. Nicole Bacharan. Oui, deux choses sur la question des mines. Vous disiez, on en a trouvé une. Et à partir du moment où il y en a une, il y en a peut-être qu'une, mais il faut effectivement On va nous occuper. absolument tout vérifier. Les Iraniens disent, et on n'en croit pas un mot, qu'ils ont déposé des mines, mais que non, ils n'ont pas cartographié. Évidemment, si c'est le cas, ils mentent. Mais on peut aussi tout à fait imaginer qu'avec leur carte des mines, ils aident des navires à franchir le détroit sans dommage, en leur signalant où aller ou ne pas aller, et que ça soit un service payant, Et voilà. qui ne s'appelle pas un droit de péage. Et par ailleurs, effectivement, s'il y a réellement un accident, un bateau qui saute, malgré toutes les précautions prises, tout dépendra de l'intérêt de Donald Trump. Est-ce qu'il a envie d'y retourner? Non. Ou est-ce que, comme précédemment, à plusieurs reprises, il a minimisé? Oh, c'était une escarmouche. Oh, c'était pas grand-chose. Des tirs amicaux. Il faut vraiment qu'il y ait, en fait, ce que je ne souhaite absolument pas, qu'il y ait des morts américains pour que là, il soit obligé de dire c'est grave. Mais s'il a décidé que pour maintenir son accord, pseudo-accord, il valait mieux minimiser, il minimisera. Minimisera quoi qu'il en soit, bradera encore une fois, même jusqu'à Hormuz. Oui, bien évidemment, comme cela a été dit, il aurait pu aller danser avec un tutu pour obtenir son papier. Donc oui, même s'il devait y avoir des morts américains, alors ça serait un petit peu plus C'est plus difficile, compliqué, là, hein. mais même là, il gronderait, peut-être qu'il y aurait une petite réaction symbolique, mais Trump ne bronchera pas véritablement. Il veut son accord de paix. Une fois encore, il veut mettre la poussière sous le tapis et passer à autre chose. Quitte à ce que la situation soit plus mauvaise qu'avant, puisque a priori ce sera le cas dans le détroit, il y aura un péage qui n'existait pas avant la guerre. Alors, oui, c'est clair. De toute manière, je vais vous dire, très honnêtement, la conduite de cette guerre a été catastrophique de la part du président américain. Il a déclenché une guerre contre la vie de son état-major. Il a arrêté les opérations au moment où, malgré tout, ça commençait à porter ses fruits. Et tout ça pour un agenda politique et pour sortir de cette affaire, parce que Donald Trump, il a conduit la guerre comme il a conduit ses opérations financières. Sauf qu'on ne conduit pas une guerre comme une OPA hostile ou comme une fusion-acquisition. Or, c'est ce qu'il a fait. Et il s'est rendu compte, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il s'est rendu compte à un moment donné que ça ne pouvait pas marcher et qu'il fallait en sortir. Et là, aujourd'hui, il est prêt à tout un tas de concessions, tout en habillant l'affaire, et il fera ce qu'il faut en termes de communication pour dire que finalement, c'est lui qui a gagné. Mais très clairement, aujourd'hui, ce sont les Iraniens qui ont imposé leurs conditions. Et est-ce qu'on peut même dire que, in fine, les Iraniens sont même plus puissants, puisque Hormuz reste un levier majeur pour eux, avec potentiellement le péage à la clé et une arme, encore un levier sur le monde entier à leur disposition. En fait, le paradoxe, c'est qu'il y a trois gagnants, trois vainqueurs, en tout cas de court terme. Alors, je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu de la philosophie. Le premier, on voit bien les Iraniens, globalement, ils sortent grandis par l'épreuve et ça va durer un certain temps, puisqu'en fait, il va y avoir une négociation qui va durer 2 mois, 3 mois, j'en sais rien du tout. Donc, en fait, ils vont mener leur barque tranquillement. Les Américains, ils vont lâcher l'affaire. C'est pas leur zone. On est au Moyen-Orient. Tout ça, c'est des Arabes, ça les intéresse pas. Donc, en fait, ils vont s'en désintéresser. Le deuxième, c'est comme Trump. Trump, on va avec au G7 et on lui fait un tapis rouge incroyable. La FIFA lui fait quasiment lui fait la danse du ventre. Vous avez le chancelier allemand qui lui amène un t-shirt pour son anniversaire. En fait, il y a un faillotage. Alors, pardon pour le mot, mais bon, les anciens militaires, on parle comme ça. Mais un faillotage éhonté, c'est incroyable. Donc, en fait, Trump, lui, il est rassuré. Il a gagné la guerre. Tout le monde est à plat ventre. Vous savez, c'est pas un G7, c'est un J1 plus 6.
Vous voyez bien, et ça tourne autour de lui comme des atomes autour de lui, c'est complètement incroyable. Donc c'est une révolution, et également une révolution, je dirais, politique, ou en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il y a un personnage qui est reconnu en tant que tel. Et puis le dernier, très concrètement, c'est la France, qui miraculeusement, vous avez un G7 le 19, Dieu est grand, pof, tout arrive le même jour. Pour le président Macron, c'est du bonheur en barre. Il revient dans le sujet, il était complètement écarté, maltraité par Trump, et maintenant, il revient dans le jeu. Donc vous avez 3 vainqueurs. Alors après, on verra à quel niveau, jusqu'où il gagne, quoi. Après, ça se discute, bien évidemment. Allez-y, Xavier. Oui, ceci dit, le vrai vainqueur, c'est l'Iran, puisque c'est un régime qui était plus que bousculé par les émeutes, les manifestations, et pas seulement depuis décembre, janvier dernier, depuis plusieurs années, qui là va retrouver une nouvelle façon de voir les choses, visiblement des moyens financiers auxquels il ne pouvait absolument pas s'attendre, puisqu'il était sous sanction, parce que là on parle des 300 milliards, on parle des 24 milliards d'avoir gelé, mais la levée des sanctions, si jamais elle se pérennise, va rapporter énormément d'argent, et pas à l'Iran, même pas au régime iranien, aux gardiens de la révolution. On est attendu du côté d'Israël, donc j'ai quand même cette question que je vous soumets à Nicole Bacharan, puisque vous l'avez abordée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une chance pour qu'il n'y ait personne autour de la table vendredi en Suisse? Les cessations d'hostilité doivent être signées, on l'a appris il y a quelques minutes, à Bürgenstock en Suisse, près de Lucerne. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel, en fait, les deux parties ne se retrouvent pas et nous repartons de zéro? Non, ça m'étonnerait vraiment. Je pense qu'ils seront présents, J.D. Vance d'un côté, 1 ou 2 représentants iraniens de l'autre, mais J.D. Vance hier parlait d'un mémorandum d'une page et demie. Donc on imagine à quel point ce sont des phrases vagues, sujettes à moult interprétations, et évidemment pas un accord de paix, et ça ne signifierait que cessez-le-feu et ouverture de négociations, et à la fin, in fine, probablement jamais d'accord de paix. Mais j'imagine que vendredi, il y aura quelque chose, mais entre aujourd'hui, on est mardi, le temps passe très vite, et vendredi, je pense que tout est en train d'être négocié, parce que on ne connaît pas le contenu de cette page et demie. Je veux dire, tout le monde s'interroge, donc ça veut dire que ça n'est pas définitif. Il y en a un qui aimerait bien avoir les termes de l'accord, c'est Benjamin Netanyahou. Cette information de Times of Israel, l'armée de l'air israélienne était littéralement à 1 heure d'une frappe à grande échelle contre l'Iran. Ça s'est passé il y a 1 semaine, on l'apprend aujourd'hui. On parle d'un armement complet de l'armée de l'air, d'une planification, d'une préparation au décollage pour frapper des centaines de cibles en profondeur à l'intérieur de l'Iran. Et tout a été stoppé, d'un coup. Alors, on se dit, si ça fuite aujourd'hui, est-ce parce qu'Israël veut faire savoir aux États-Unis et à l'Iran qu'ils sont prêts à appuyer sur le bouton de la guerre à nouveau à tout moment? Vous allez me dire ce que vous en pensez dans un instant. Mais on prend, je le promettais, la direction d'Israël. Merci beaucoup d'être avec nous, Dror Even-Sapir. Racontez-nous cette opération avortée et ce qu'elle nous dit des plans israéliens. Oui, en fait, la presse et médias en Israël, on avait déjà parlé. C'était il y a 1 semaine, le 8 juin, le jour où tout a failli basculer. En riposte à un raid israélien sur le bastion du Hezbollah à Beyrouth Sud, l'Iran avait lancé une salve de missiles vers Israël, vers le nord d'Israël. Et c'est en riposte à cette salve de missiles que l'armée de l'air était prête à lancer une opération de très grande envergure sur plusieurs dizaines de cibles soigneusement choisies en Iran. Les avions de chasse de Tsahal étaient prêts à décoller seulement 1 heure avant que l'opération ne soit lancée. Ordre a été donné par l'échelon politique, par Benjamin Netanyahou, de l'annuler. Et bien évidemment, Benjamin Netanyahou avait reçu un ordre, lui aussi, on peut utiliser ce terme, de la part de Donald Trump, qui voulait à tout prix sauver le protocole d'accord qui était en train d'être négocié, et on s'en rapprochait. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que si aujourd'hui, le numéro 1 de l'armée de l'air israélienne, le général Omer Tischler, communique officiellement sur cette opération avortée, c'est effectivement pour montrer aux Américains, aux Iraniens, que l'armée de l'air israélienne a encore les capacités d'agir, et d'agir dans un premier temps seule contre l'Iran et en Iran, avec la maîtrise de l'espace aérien iranien. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir, correspondant en Israël. Alors, Général, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a faire et faire savoir. Si ça fuite, c'est pour faire savoir à Téhéran et aux États-Unis, peut-être même surtout aux États-Unis, on est prêt à tout moment. Et s'ils le décident, vous pensez qu'ils en ont effectivement les moyens, les Israéliens, en tout cas le gouvernement israélien?
Ah oui, très clairement. Oui, mais enfin, ceci étant, les Israéliens sont coutumiers du fait. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils organisent des frappes sur l'Iran. Donc, je pense que cette opération était prévue au moment où Donald Trump, une fois plus, avait menacé l'Iran d'une reprise des hostilités et qu'il a annulé au dernier moment. Je pense que l'annulation, elle vient de là, en fait. Elle vient de l'annulation par les États-Unis de cette frappe conjointe. C'était sans doute une frappe conjointe des Israéliens et des Américains. Mais néanmoins, que les Israéliens continuent à planifier des frappes sur l'Iran, ça n'a rien d'étonnant. Enfin, je pense que, j'irai même plus loin, je pense que c'est une planification qui est vivante. C'est-à-dire qu'ils la mettent à jour tous les jours. Donc ça c'est absolument pas étonnant. Est-ce qu'ils ont les moyens ? Oui, ils l'ont prouvé. Maintenant, après, quels auraient été les résultats ? Ça, c'est une autre affaire. Alors, quelque chose me dit que nous en reparlerons. Bien sûr, on est dans une grande fébrilité, on l'aura compris avant la signature du protocole d'accord vendredi en Suisse, mais on va s'arrêter sur une information qui est apparue il y a quelques instants en bas de votre écran. Oui, on a appris qu'un navire de guerre russe avait tiré des coups de semonce en direction d'un bateau dans la Manche. Ce sont des médias britanniques qui l'affirment. C'est un amiral, le nom du navire, l'amiral Grigorovitch, une frégate de la flotte russe de la mer Noire, a tiré des coups de semonce sur un yacht battant pavillon britannique dans la Manche ce lundi. Voilà, je découvre l'information en même temps que vous. Vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil à Xavier de Giacomoni. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus ? Ça paraît extrêmement étonnant en quoi ce yacht pouvait être menaçant pour l'amiral Grigorovitch. Oui. En revanche, ce que l'on sait, c'est que ce genre de frégate, et cette frégate-là en particulier, escorte généralement la flotte fantôme russe qui exporte le pétrole illégalement. Alors, est-ce que les marins russes ont pensé que ça pouvait être un bateau qui les espionnait pour finalement arraisonner des pétroliers, comme c'est arrivé extrêmement très récemment de la part des Britanniques, et comme les Français l'ont fait avant? On ne le sait pas, on va en savoir plus. Voilà, on voit l'arraisonnement du 14 juin dernier avec les commandos marines britanniques qui sont à bord de ce Chinook et qui descendent en corde lisse sur le pont du pétrolier qu'ils arraisonnent. Mais en tout cas, c'est un incident pour le moment extrêmement grave, surtout sur un navire civil. On parle de yacht, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Est-ce que c'était un bateau de plaisance à voile ou à moteur? Est-ce qu'il pouvait porter à confusion comme étant un bateau, par exemple, utilisé par les SAS ou par d'autres unités qui auraient voulu prendre d'assaut des pétroliers? Alors, le contexte, ce sont les images que vous voyez également. Pourquoi vous voyez apparaître le 14 juin? Parce que l'actualité a fait que nous n'avons pas pu en parler, mais il y a eu, les forces britanniques ont intercepté dimanche, et avec la collaboration de la France, un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche, également précisément. Voilà, j'ai posé les derniers faits sur la table. Je me tourne vers l'ancien colonel de marine que vous êtes, colonel Père de Jong. Pour vous, est-ce que vous pourriez qualifier la gravité des faits déjà à ce stade, comme vient de le faire Xavier de Giacomoni? D'abord, c'est quoi la Manche? Parce on pense toujours à Hormuz, oui. On voit toujours un espace un peu particulier. En fait, la Manche, c'est quand même 500 km de long, dans la partie la plus large, 170 km de large, et de la plus petite partie, 76 km. Donc, c'est très grand. Ce qui veut dire que la grande différence par rapport à Hormuz, c'est que vous avez des eaux internationales. Et dans les eaux internationales, c'est une zone libre. Vous avez que l'espace territorial de la mer territoriale qui est de chaque côté, je parle de la Grande-Bretagne et de la France, là c'est les eaux territoriales, c'est la France, mais au milieu c'est les eaux internationales. Vous faites ce que vous voulez. On peut agir, par contre, je pense que l'armée russe peut agir. Pourquoi? Si elle a détecté une anomalie, concrètement, des trafiquants, deuxième temps une menace, ou troisième temps, je sais pas, une possibilité de réagir à une menace qu'elle pourrait avoir ou attirer directement sur elle. Donc en fait, c'est un espace libre, c'est un espace dans lequel on peut agir strictement. Maintenant, on verra le résultat. C'est peut-être des oligarques ukrainiens qui allaient peut-être à la pêche à la ligne, je sais pas où. Tout est possible. C'est des eaux internationales. Donc on va voir, on aura le résultat de l'enquête. Mais encore une fois, c'est pas impensable qu'il se passera rien, parce qu'on a le droit d'y faire quasiment ce qu'on veut. Sauf si ce yacht est un yacht dans lequel vous avez des pêcheurs avec des bouées, avec des canards. Là, ils étaient pour rien. Donc là, ça va jouer différemment, quoi. Gwendoline de Bono, soyez la bienvenue sur ce plateau. Vous êtes grand reporter à TF1 et LCI. Alors avec vous, Gwendoline de Bono, pour tout dire, on devait parler, et on va le faire dans quelques instants, mais des frappes ukrainiennes qui ont massivement touché Moscou ces dernières heures avec une raffinerie en feu, et on s'inquiète de la réponse maintenant de Vladimir Poutine. Mais pardonnez-moi de vous prendre un petit peu comme ça, peut-être de court, mais quand on apprend ce navire, cette frégate russe qui ouvre le feu, médias britanniques pour la source, est-ce que ça nous raconte quelque chose de précis d'une montée en tension actuelle, effectivement? Alors, ça nous raconte que
que ce genre d'actions, mais qui sont pas nécessairement nouvelles, ont augmenté et vont tendre à augmenter. En tout cas, on sait que les patrouilles de réassurance dans le ciel interceptent régulièrement des chasseurs russes qui s'approchent un peu trop près. En mer aussi, il se passe des choses. Donc ça reste ces sortes d'actions sous le seuil de la guerre, mais qui sont appelées effectivement à se multiplier. Général ? Oui, enfin, je rejoins ce que disait Père de Jong, c'est-à-dire que tant que ces affaires-là se déroulent dans les eaux internationales, il faut rester prudent sur ce qui s'est réellement passé. Attendons, les Britanniques ont lancé une enquête, attendons l'enquête. Si effectivement il y a eu ouverture du feu, parce que tir de semonce avec quel type de tir de semonce ? Il y a plusieurs façons de faire. J'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ces mots ? Mais oui, mais pour l'instant on n'a pas trop d'éléments, donc je crois qu'il faut rester assez prudent. Si effectivement il y a eu ouverture du feu sur un bâtiment, alors de façon à l'effrayer, sur un bâtiment civil, purement civil, effectivement, c'est quand même une montée en tension qui est non négligeable. Maintenant, je suis toujours assez prudent sur ce genre de choses, d'éléments, parce que on a une information brute. Je crois qu'il faut attendre un petit peu d'avoir des informations complémentaires. Si c'est dans les eaux internationales, il faut être conscient que dans les eaux internationales, alors on peut pas faire tout ce qu'on veut, mais il y a quand même une grande liberté pour se défendre. Si en revanche c'était dans les eaux territoriales, soit française, soit britannique, ça serait pas la même chose. Alors le contexte, on y vient, c'est Moscou aussi visé et frappé comme rarement ces dernières heures. Les forces russes, disent avoir intercepté 60 drones visant Moscou dans la nuit. Et il s'agit de l'une des plus importantes attaques de l'année sur la capitale, selon le décompte de l'agence de presse russe, l'agence de presse d'État TASS. Regardez maintenant cette séquence dans le ciel de Moscou. Une grande raffinerie de la capitale russe a été touchée avec images spectaculaires à la clé. Gros coup des Ukrainiens au lendemain de l'attaque de la cathédrale de Kiev. Autre gros coup quand même dans la journée pour Volodymyr Zelensky, c'est de s'afficher en tête-à-tête en marge du G7 avec le président américain. On va en reparler dans un instant. Mais Jérôme Garraud, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Moscou. Jérôme, Moscou ébranlé comme rarement ces dernières heures. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Alors les Russes communiquent d'une manière très différente dans ce genre de situation. Il s'agit toujours de minimiser les dégâts matériels pour ne pas céder une victoire psychologique aux Ukrainiens. Donc si on fait le résumé des différents communiqués qui sont diffusés et relayés depuis ce matin par les agences de presse russes, alors je vous les énumère. L'incendie a été vite maîtrisé, le fonctionnement de la raffinerie n'est pas endommagé et il n'y a pas de victimes, tout est sous contrôle. C'est une communication qui vise aussi à rassurer les Russes, à éviter une panique, une ruée vers le carburant par exemple. On a vu quelques vidéos encore rares pour l'instant, mais tout de même quelques vidéos sur Telegram avec des files d'automobiles qui patientent devant des stations-service. Il est beaucoup trop tôt pour l'instant pour dire s'il s'agit ou non d'un phénomène isolé, mais c'est une raffinerie qui est quand même très importante. Et à cela, il faut ajouter, vous en parliez, que 60 drones auraient été interceptés et abattus autour de la région de Moscou. Ce n'est pas le record, j'ai regardé, mais c'est quand même l'une des attaques les plus massives dirigées vers la capitale russe depuis le début de la guerre. Merci beaucoup, merci Jérôme Garraud, merci d'avoir été avec nous. Là encore une fois, remettons les choses en perspective. Il s'est passé des choses ces dernières semaines du côté de la Russie. Rappelons-nous les images du côté de Saint-Pétersbourg avec le Davos russe de Poutine qui a été visé. Alors pas le Davos directement, mais Saint-Pétersbourg alors que le Davos s'ouvrait. C'est le fief en plus de Vladimir Poutine. Général, ancien général de l'armée de l'air que vous êtes, général Borrell, ce que ça a dit de la défense russe et de la Russie, en tout cas de leur fragilité. Non, mais c'est le point le plus important et le plus intéressant, c'est de voir que les Ukrainiens sont capables d'envoyer des drones sur 1500 km à l'intérieur du territoire russe, pas sans être interceptés, puisqu'ils le sont, malgré tout, pas complètement. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on peut se poser la question sur la capacité des Russes à défendre leur espace aérien. Une fois plus, c'est sans doute très compliqué, mais quand on est en guerre depuis 4 ans, c'est quand même très étonnant qu'il n'ait pas pu mettre en place une défense aérienne plus efficace que celle-là. Allez-y, Gwendoline de Bono.
Oui, en fait, j'étais en Ukraine la semaine dernière avec justement cette unité qui fait ces frappes-là. D'ailleurs, le drone qu'on voit, c'est un drone FP1 qui est produit par l'entreprise Firepoint. Et on a été les voir également. D'abord, il faut aussi comprendre que l'Ukraine, ils ont monté leur capacité industrielle. Aujourd'hui, Firepoint, c'est 200 drones qui sortent de l'usine par jour. C'était pas du tout ça qu'ils étaient capables d'atteindre il y a encore 6 mois. Donc là-dessus, il y a une vraie montée en puissance. Et ensuite, ce que nous expliquait le commandant de brigade, c'est une brigade, il y a plusieurs brigades, mais l'une d'entre elles fait ces frappes dans la longue portée, c'est qu'il y a eu un travail qui a duré des mois sur les systèmes de défense aérien russes, notamment dans les territoires occupés. Et à un moment donné, ils ont eu tellement de détruits, et en Crimée aussi, c'est un travail qui a commencé, une campagne qui a commencé il y a 8-9 mois. À un moment donné, vous déplacez la défense aérienne qui est sur le territoire russe pour le mettre dans les territoires occupés, parce que pour les Russes, il y a quand même besoin de protéger la Crimée et Donetsk. Et en fait, ce que me disait ce commandant, et qui est une phrase assez juste, c'est que la taille de la Russie et la taille de ce qu'elle veut avoir est sa plus grande vulnérabilité en termes de défense aérienne, parce que vous pouvez pas construire des systèmes Pantsir, par exemple. Vous pouvez pas augmenter la cadence et en faire passer de 30 à 100 en 2 mois, ce n'est pas possible. Donc les Ukrainiens jouent là-dessus et sur le bond technologique, parce que ces drones FP1, notamment qui vont jusqu'à 1600 km, ont été améliorés, leur charge utile a été améliorée, et ce qui leur permet de mener une campagne de frappe dans la profondeur qui est assez intense en ce moment, et que les Ukrainiens prévoient d'intensifier encore plus dans les mois à venir. Colonel. Pour renforcer ce que dit Gwénoline en général, en fait, ce qui est très important, en fait, il n'y a pas de fil. Donc, on peut brouiller des drones. Le problème, c'est que les Russes n'arrivent pas à brouiller. Ce qui veut dire que les Ukrainiens, technologiquement, ont réussi à mettre en place un système qui va à 1500 km et qui n'est pas brouillable. Parce qu'évidemment, c'est téléopéré, il y a un pilote derrière qui dit qu'il faut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Donc ça, c'est une technologie extrêmement avancée. Et là, les Ukrainiens sont les maîtres du monde, parce qu'aujourd'hui, aucun pays au monde n'est capable de faire ça à ce niveau-là. Et donc, c'est extrêmement puissant. Et c'est pour ça que les Russes sont totalement déstabilisés. On peut tirer 1500 km en plein centre-ville sur une raffinerie. Donc, c'est vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment un bond technologique que les Ukrainiens ont fait. La grande question aussi, c'est de se poser, de constater la faiblesse de la détection russe. Parce que, effectivement, on peut estimer que l'interception elle-même peut être compliquée, mais la problématique, c'est la détection. On s'aperçoit qu'en fait, les Russes ont beaucoup de mal à détecter ces drones, et quand ils les détectent, c'est souvent trop tard. En fait, ils devraient les détecter entre leur franchissement de la frontière ukrainienne et l'arrivée sur Moscou. Là, ils ont beaucoup de temps pour le faire. Ils ont plusieurs centaines de kilomètres. Après, sur la cible, on est sur une cible extrêmement importante, parce que cette raffinerie, les Russes ont, comme les Iraniens, un problème de raffinerie, de raffinage de leur pétrole. C'est-à-dire qu'ils en ont pas assez. D'ailleurs, ils ont arrêté toutes les exportations parce qu'il n'y en a plus assez pour le marché domestique. Ici, se raffine un tiers du carburant pour Moscou et l'essentiel du kérosène pour tous les aéroports. Donc si les dommages sont importants, il semblerait qu'ils le soient, ça pourrait vraiment handicaper la Russie. Nous sommes attendus du côté d'Évian, du côté du G7. Merci beaucoup d'être avec nous, Magali Barthez et Bastien Auger, avec Stéphane Niangulescu. Vous suivez ce G7 pour nous. Ma question aujourd'hui, chers tous, Volodymyr Zelensky, dans ce contexte, est-il un peu plus en position de force qu'il ne l'était par le passé ? Je vais résumer de manière très directe, encore une fois. Jusqu'à maintenant, il était plutôt vu comme un loser, comme un faible par le président américain. Est-ce que le contexte est en train de changer ? On rappelle que les États-Unis ont dû faire appel tout de même aux Ukrainiens pour des drones, pour leurs interventions en Iran. Oui, et Volodymyr Zelensky, finalement, il est un petit peu devenu l'invité d'honneur surprise de ce G7, puisque initialement, il devait venir pour une réunion ce matin. Et bien, finalement, Emmanuel Macron l'a invité à rester plus longtemps. Il va participer, par exemple, ce soir au dîner de gala des chefs d'État et de gouvernement. L'ambition d'Emmanuel Macron, en fait, c'est d'essayer de faciliter les échanges, évidemment, avec Donald Trump. Pour l'instant, il n'y a pas eu de bilatéral formel avec le président américain. On ne sait pas s'il y en aura, mais il y a eu plusieurs échanges informels. Une scène, par exemple, tout à l'heure, Emmanuel Macron, le président ukrainien, était dans le bureau du président français, et puis Donald Trump s'est joint à eux quelques minutes avant de rejoindre les autres leaders. L'idée du côté de la France, évidemment, c'est d'essayer le maximum de ramener Donald Trump dans le soutien aux Ukrainiens. Oui, et vous avez raison d'ailleurs, Amélie. Manifestement, Volodymyr Zelensky a réussi à démontrer au président Trump que c'était bien l'Ukraine qui avait la dynamique aujourd'hui sur le terrain face à une Russie affaiblie, que c'était bien eux les winners face à un Vladimir Poutine plutôt loser. Et on sait que ça compte en effet pour Donald Trump, qui donc depuis annonce qu'il va mettre des sanctions sur le pétrole russe, qu'il veut mettre la
la pression sur la Russie pour conclure un accord. Je vais tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette guerre, a dit le président américain Volodymyr Zelensky, qui propose de rencontrer Vladimir Poutine aux États-Unis ou dans un pays neutre, en Suisse, au Moyen-Orient, n'importe où finalement, sauf en Russie, des négociations dans lesquelles les Européens espèrent bien, cette fois-ci, jouer un rôle. Merci beaucoup. Magali Barthez, Bastien Auger, Stéphane Iorgulescu qui est avec vous. Vous êtes en direct d'Évian pour le G7. Alors, Gwendoline de Bono, je me tourne vers vous. Vous revenez tout juste d'Ukraine. Est-ce que vous avez effectivement constaté qu'il y avait un changement de dynamique et que cette force, ce rapport de force basculait maintenant du côté de Kiev? Alors, il bascule pas sur le front. Ça, c'est sur le front, vous le constatez assez vite. C'est toujours extrêmement compliqué. Il y a des petites contre-attaques locales des Ukrainiens qui fonctionnent, mais globalement, les Russes avancent aussi sur certains autres secteurs de manière assez forte. Donc le front n'a pas bougé tant que ça. En revanche, la campagne de la frappe dans la profondeur, là, il y a une vraie dynamique des Ukrainiens. Et quand vous parlez à la hiérarchie militaire, mais aussi à la hiérarchie politique, ils vous le disent assez clairement. Cette campagne, elle a pour but d'amener Vladimir Poutine à la négociation. Pas de reprendre des grandes parties de territoire, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais en revanche, il y a cette idée que ces frappes, elles peuvent provoquer des dissensions, en tout cas, au sein du gouvernement, de l'élite, des proches de Vladimir Poutine, et qu'à un moment donné, il va devoir négocier réellement. Et puis, aujourd'hui, les Ukrainiens, moi je me rappelle, il y a 2 ans en Ukraine, les discussions c'était, est-ce que l'Allemagne va leur livrer les Taurus, est-ce qu'on leur livre des HIMARS, comme ça ils pourront frapper à 600 km, non 800 km, non on garde plutôt 300 km, ces limites-là ils ne les ont plus. Leur industrie militaire, leur base industrielle de défense s'est affranchie en fait des limites qui étaient posées et par les Américains et par les Européens. Ils ne sont pas affranchis financièrement les Ukrainiens, mais militairement ils s'en sont affranchis. Donc aujourd'hui, ils sont en capacité d'avoir une stratégie militaire qui sert leur objectif politique. Et leur objectif politique, il est très clair, c'est de négocier, mais de négocier réellement avec Vladimir Poutine. Et donc, sauf erreur de ma part, je le disais, Nicole Bacharan, les États-Unis, ils ont eu bien besoin des Ukrainiens pour leurs drones, pour leur intervention en Iran. Ça peut changer la donne dans le rapport entre les deux hommes qui ont eu un petit face-à-face, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, encore aujourd'hui? Ça change le rapport de force. Il n'y a aucun doute, vous l'avez très bien dit, avec les guillemets qui s'imposent. Que ce sont des images en direct de Keir Starmer, le Britannique, Premier ministre britannique, avec Zelensky. Pardonnez-moi, Nicole, c'était pour nos téléspectateurs. Donc, Volodymyr Zelensky était traité comme un mendiant, en quelque sorte, qui venait quémander l'aide américaine. Là, c'est vrai que les Ukrainiens, en 4 ans et demi de guerre, ont totalement retourné la situation. Alors, vous le dites très justement, Gwendoline, sur le front, c'est assez bloqué, disons. Mais bloqué face à l'immense Russie et à leur manière de traiter la chair à canon, d'une certaine manière, c'est quand même un succès. Et sur le plan de l'inventivité, de la créativité, de ces armes incroyables, qui ne coûtent pas très cher et que finalement il propose au monde entier, même Donald Trump, il est obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose d'important. Par contre, que peut obtenir Zelensky de Trump? À mon avis, des sanctions sur le pétrole russe qu'il était en train de lever pendant la guerre avec l'Iran, c'est quelque chose qui est possible. Qu'il se mette à donner de nouveau des armes à l'Ukraine, ça n'arrivera pas. Et qu'il lâche totalement Vladimir Poutine, ça n'arrivera pas non plus. Mais il faut aussi constater, j'ai envie de rajouter juste 2 éléments. Les cibles visées par la Russie en Ukraine, ce sont des cibles de terreur. Ils frappent la population, les immeubles d'habitation, une cathédrale... Notre-Dame à nous, si j'ose dire. Les Ukrainiens, eux, frappent des structures énergétiques, des infrastructures cruciales, donc ils font une guerre qui n'a vraiment rien à voir. Je reviens vers vous dans un instant, Romuald Sura, mais comme on voyait Keir Starmer à l'image, je voudrais qu'on raconte quand même une histoire à nos téléspectateurs. La Russie serait derrière des attaques d'incendie ciblant le Premier ministre britannique Keir Starmer. C'est une information qui est signée la BBC. Un Roumain, un Ukrainien qui aurait été recruté par un contact russophone. Je ne vais pas plus loin parce que c'est Xavier de Giacomoni qui va vous expliquer cette histoire. Voilà, on utilise l'image de Zelensky avec Keir Starmer pour aller un peu plus loin. Xavier, rappelez-nous quelle est cette affaire qui a ciblé directement le Premier ministre britannique. Une immense machination, en fait, pour faire trembler la Grande-Bretagne et puis, quelque part, monter les communautés les unes contre les autres, mais en ciblant d'ailleurs, vous le disiez, d'abord
le Premier ministre britannique Keir Starmer. C'est d'abord l'incendie d'une de ses voitures, une voiture qui lui a appartenu, une Toyota, dans le nord de Londres. 2 autres incendies criminels, là ça commence à faire beaucoup. L'un à l'entrée d'un appartement où Sir Keir Starmer résidait et l'autre à l'entrée de sa maison qui, pendant le temps où il est à Downing Street, a été loué à sa belle-sœur. Alors, les auteurs sont comparus devant un tribunal. Il s'agissait de Roman Lavrinovich, jeune entrepreneur ukrainien de 22 ans. Voilà, vous avez les photos des deux suspects condamnés depuis, d'ailleurs. Et Stanislas Karpiuk, alors lui, c'est un Roumain d'origine ukrainienne, âgé de 27 ans. Et ce sont eux qui ont fait brûler la voiture du Premier ministre, brûler les entrées des appartements. Les dégâts étaient mesurés, mais quand même, s'en prendre au Premier ministre britannique, il fallait le faire. Alors, ce qui a été très étrange, c'est que le procès a passé totalement sous silence l'auteur de la manipulation, celui qui a manipulé ces jeunes hommes. Ils ont évidemment pas agi de leur propre intérêt. L'affaire s'est exclusivement concentrée sur le côté financier. Ils ont touché un peu d'argent, mais l'identité, les liens, les motivations du commanditaire qui a offert cet argent à Lavrinovich et à son complice pour les attentats a été passé totalement sous silence, comme si la justice britannique avait un peu peur d'en apprendre davantage. Xavier, la BBC révèle que le donneur d'ordre n'est autre qu'un jeune diplomate russe très proche du Kremlin. Et oui, le grand organisateur, le voici, Evgeny Lyukshin, 23 ans. Il est le fils d'un haut fonctionnaire russe. C'est un jeune diplomate russe formé à la guerre de l'information par les espions du KGB, par des propagandistes, et il est très très proche des hautes sphères du pouvoir à Moscou. Son père d'ailleurs a été un diplomate russe qui a parcouru l'Europe et qui a pu à ce titre recueillir beaucoup d'informations sur nos habitudes, nos façons de vivre et la façon aussi bien évidemment de nous attaquer. Il a notamment été conseiller à l'ambassade du Danemark. Alors Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a pris l'affaire suffisamment au sérieux pour en parler. Vous allez l'écouter au sommet du G7. Bien évidemment, il s'agit d'une attaque grave et tous les détails ont désormais été révélés au tribunal. Nous avons imposé encore de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Donc j'inscris tout cela dans ce contexte, mais la justice a désormais été rendue et je suis très heureux pour ma famille que cela soit arrivé. Provocation, mensonge, remontant jusqu'à l'État russe, cette fois on parle quand même du Premier ministre Keir Starmer, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Et quelles conséquences de tout ça Romuald Sura, je ne vous ai pas donné la parole tout à l'heure, mais à quel point ça peut percuter les dirigeants qui sont réunis au G7 et notamment le président américain, pourquoi pas? Écoutez, le président américain, je ne pense pas vraiment que cela va le toucher. En tout cas, cela ne peut que rendre encore plus concernés par la situation les dirigeants européens. Mais je voulais juste ajouter un mot. Je suis assez inquiet. Je suis ukrainien par ma mère, j'ai de la famille qui vit près du front, donc je suis concerné par ce qui se passe en Ukraine. Mais je me demande jusqu'à quand ces empires, États-Unis, Russie, seront-ils prêts à perdre des guerres comme la Russie n'est peut-être pas en train de la perdre, mais en tout cas en train de s'enliser. Et je suis donc très inquiet. Poutine n'est pas Trump, et je ne pense pas qu'il se contentera d'un bout de papier. Et donc, je crains que Poutine puisse devenir peut-être très, très méchant vers la fin de ce conflit. Alors, c'était parfaitement ma question. On le martèle sur ce plateau. L'inquiétude, c'est que plus Poutine est acculé, plus ça accroît sa dangerosité. Vous êtes d'accord avec ça, Général ? Ah oui, complètement, je partage l'analyse. Je pense qu'effectivement, Vladimir Poutine, c'est pas Donald Trump. Je pense qu'ils n'ont pas le même agenda. Vladimir Poutine veut vivre éternellement. C'est son objectif. Et donc, quand on veut rester dans l'histoire comme un homme éternel, on peut prendre des décisions lourdes de conséquences. Oui, je suis totalement d'accord. Poutine vulnérable et dont la vulnérabilité est affichée est d'autant plus dangereux. Parce que c'est pas juste quelqu'un de cynique et avide de fortune, comme ça peut se voir à Washington. C'est quelqu'un avide d'entrer dans la légende et de transformer son pays, de reconstituer l'Empire russe. Enfin, il y a toute une partie idéologique extrêmement forte. Il a à sa disposition l'arme nucléaire, les bombes sales, le cas échéant, et toutes les ingérences, certaines que l'on découvre, d'autres qu'on met très longtemps à découvrir en Europe. Parce qu'il faut dire que dans cette guerre de l'Ukraine face à la Russie, l'Europe a été quand même très fidèle, et elle continue à l'être. Quand on voit comment Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas tout réussi peut-être à l'intérieur, mais comme il œuvre à toujours remettre Volodymyr Zelensky dans le jeu, et même au centre du jeu, l'Europe est un partenaire très fidèle et qui compte l'être, et donc l'Europe est
très vulnérables aux ingérences et voire aux attentats russes. Colonel. En fait, simplement, pour conclure, en fait, très concrètement, dans les guerres, il y a toujours des opérations souterraines, il y en a beaucoup. Celle-là, on l'apprend parce que, encore une fois, ils ont été maladroits, c'est de jeunes hommes, peut-être pas entraînés, mais j'imagine que les Russes sont les spécialistes de ce genre d'opérations secrètes, les Américains aussi, au passage. Hein. Il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants, mais c'est vrai que les Russes le font régulièrement. On ne doit pas s'étonner de ça. Donc ça nous oblige, nous, encore une fois, dans le domaine de la guerre numérique, dans le domaine de la guerre cyber et dans le domaine de la protection de nos installations, d'avoir l'œil ouvert. Parfait. Merci beaucoup, colonel Père de Jong. Oui, je disais parfait pour le timing, comme chaque fois. Merci beaucoup. Ravi toujours. Nicole Bacharan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Romuald Surin, bon retour aux États-Unis, si j'ai bien compris. Non, je reste là pendant encore 3 semaines. Bon, alors vous revenez. Avec plaisir. Voilà, donc à la prochaine. Merci beaucoup, Général, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir également. Mon capitaine Xavier de Giacomoni, merci. Et donc, c'est à l'heure de vous dire que vous avez un QR code, là, que vous pouvez scanner et flasher en bas de l'écran avec votre téléphone. Et puis, vous nous retrouvez sur toutes vos plateformes habituelles, sur le podcast, et vous êtes toujours plus nombreux. Merci beaucoup pour ça.